de Fondel et j'ai eu le grand plaisir de participer avec un groupe très sympathique au séminaire Yannix du Printemps des Arts de Montpellier, 27-31 mars 2017. Donc, pour expliquer un peu pour ma présence, j'ai depuis très longtemps un intérêt prononcé pour les correspondances entre l'image et le son, qui s'est concrétisé par la possibilité d'avoir réalisé une composition qui s'appelait Materia sur la première machine UPIC, une composition de 16 minutes qui a été créée au Manca de Nice en 1986. À la suite de ce premier essai, j'ai eu plein d'idées de composition qui sont restées en carton parce que très rapidement la machine UPIC est devenue difficilement accessible. Et donc j'avais le désir de valider à l'occasion de ce séminaire quelques idées que j'avais en tête. Alors, juste pour vous fixer les idées, voici quelques images de partitions qui sont superposées là, sur la page de garde. L'argument de la composition 86 était de passer d'inorganique à l'organique, du naturel à l'artificiel. Donc ça, c'était des partitions inspirées de coupes minéralogiques. Ces images-là annonçaient l'arrivée du grain végétal, les œufs de papillon, l'arrivée du grain animal, d'accord, etc., etc. En voici une autre, où là, j'atteignais, je ne sais pas, 1800 arts, ou quelque chose comme ça, c'était une partition qui prenait une dizaine de jours à décider. Alors, l'idée, pour ce séminaire, partir d'une image réelle pour en faire une image insérable comme Yannix, puis y assigner des sons. L'objectif n'étant pas, bien entendu, de faire un projet artistiquement abouti, mais avec la contrainte que l'image doit avoir du sens et que le son doit avoir un sens en liaison avec l'image, soit au titre d'illustration, de contrepoint ou autre choix subjectif ou compositionnel. Donc voilà l'image de départ dont je me suis inspiré. J'en ai extrait celle-ci, qui est celle sur laquelle je voulais travailler, qui n'était pas utilisable telle quelle. Après un premier traitement, j'ai obtenu ceci, qui était insérable dans Yannix, 900 trajectoires, ce qui veut dire 900 pistes à traiter. Alors Yannix sait très bien faire, mais ma machine s'écroule complètement. Donc j'ai essayé de la simplifier. Premier essai, voici, où j'ai extrait encore un peu plus de structure. Et voici l'image sur laquelle j'ai travaillé, que vous retrouvez ici. Ça, c'est la partition sous Yannix. D'accord? Alors, ce que j'ai retiré de ce séminaire, un travail très conséquent pour ce qui me concerne, parce que je travaille surtout sur l'image, un travail très conséquent à prévoir en amont pour la préparation des images, mais je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un travail non moins conséquent en aval pour la mise en son de chaque trajectoire, et de mon point de vue, c'est un peu là que la vraie composition commence. Et puis une attention toute particulière apportée au nombre de trajectoires. Comme je l'ai dit, chaque trajectoire a une piste audio, 597 pistes dans la première tentative. Yannix a géré, mais pas ma machine. Donc, conclusion, j'ai pu valider le processus qui était mon premier objectif prioritaire, valider le processus et la faisabilité sur une image naturelle, avec des sons à titre exemple, et ce qui m'est venu à l'esprit en travaillant sur la machine, la possibilité de spatialiser ces sons, parce qu'effectivement, une image naturelle est en relief, elle est en 3D. Et donc, pour pouvoir
ne pas spatialiser. Après, ça, je n'avais pas du tout prévu au départ. Donc, si tu veux bien envoyer la machine. Appuyez sur l'enregistrement si tout va bien. Voilà, alors bien entendu, il aurait fallu travailler les enveloppes, travailler les timbres, construire tout ça d'un point de vue artistique. Là, c'est juste la validation du processus qui m'intéressait. Alors, le son est intéressant, mais c'est pas tout à fait. Je travaille avec la lumière, je suis plasticienne et donc l'idée pour moi c'était d'essayer de tester de nouveaux outils pour la composition et de tester Yanix, donc pour l'écriture d'une partition de lumière. Alors il a fallu finalement travailler avec deux logiciels, donc Vezer, qui nous permet d'avoir, ce logiciel me permet d'avoir une timeline, ce que je n'avais pas sur un autre logiciel classique de lumière. Et donc ça c'est déjà un mieux. Et parce que c'est un petit peu difficile finalement d'utiliser uniquement Yanix, ce serait possible, mais avec le son, enfin à ce stade-là, disons que pour le moment c'est bien pour moi d'avoir les deux, d'avoir Vezer et Yanix. Donc je compose à la fois à partir de Vezer en créant des pistes et je fais également des partitions à partir de Yanix que j'insère dans la timeline. Donc je vais revenir. Donc là voilà, j'ai mis pour tester un ruban à LED en trichromie, donc rouge, vert, bleu, et on va pouvoir. Bon, il y a une piste son que je n'avais pas parce que ça n'a rien à voir avec c'était plutôt pour moi. Donc là, on peut voir que donc, le ruban RVB évolue. Donc là, c'est cette partie-là de la partition. Et ensuite, j'ai une partition Yanix à cet endroit-là. Voilà, ce qu'on va voir là, c'est que on peut voir sur la partition que je vais bientôt arriver à cet endroit-là, en fait, où je vais envoyer des commandes à Yanix pour préparer, charger une partition. Voilà. Donc il se met et se calme. Et voilà, là il a lancé la partition Yanix que j'ai donc écrite, cette partition, qui s'intitule 3 cercles. Donc ça va durer peut-être 1 minute ou 2. Sur Vezer, on peut voir donc on en est là. Ça va ensuite, donc je vais arrêter la partition et repasser sur la timeline classique de Vezer en commandant donc mes 3 LED rouge, vert, bleu directement avec des courbes qui sont des lignes droites. Voilà, et ainsi de suite. Je ne sais pas si je continue. Ce qu'on peut ajouter, c'est que la difficulté, une des difficultés, c'est justement la transition de pouvoir passer d'une partition de Yanix et revenir sur la timeline sur Vezer classique sans qu'il y ait de saut. Donc, tu disais, Guillaume non, et que t'apportes que tu veux avancer à la deuxième. Comment tu as résolu ce problème? C'était une question juste de temps? Enfin, c'est quoi?
Du coup, non, ça demande un petit peu ça qu'il faut aller chercher des valeurs, savoir exactement repérer à quel moment j'arrête Yannick, Ouais, chercher dans un temps très précis. Et donc, il y a une plus-value Yannick par rapport à Vézère. Qu'est-ce qui t'apporte en plus du coup Yannick? Un autre moyen d'écriture qu'il a est graphique, c'est-à-dire que là on le voit, je peux écrire, essayer d'écrire une évolution lumineuse graphiquement plutôt que à partir des jours. Donc c'est ça, c'est-à-dire que moi j'ai plutôt cette recherche de pouvoir écrire, trouver des moyens d'écriture différents plutôt que ceux qu'on trouve dans les logiciels classiques pour spectacle vivant, dédiés à la lumière. Surtout que les partitions que j'écris sont continues. En fait, habituellement dans les logiciels lumière de spectacle vivant, on crée des images fixes et que l'on réunit par des transferts en fait de montée et de descente. Alors que finalement ce que je fais moi c'est vraiment comme en musique, c'est que du coup c'est un temps, j'écris dans le temps. Peut-être un mot sur la rétroactivité qui est assez intéressante, justement tout à fait spécifique de Yannick, sur le fait qu'elle peut se boucler, que c'est des partitions Larsen, qu'effectivement on ne peut pas le faire dans à la fois Viseur mais même n'importe quel autre logiciel. Du coup là il y a une écriture qui est assez intéressante, je pense. Derrière ça, c'est qu'il y a une espèce de Larsen entre guillemets qui se trouve. Peut-être deux mots là-dessus, Charlotte, sur l'intérêt d'avoir précisément. Oui, en même temps, c'est-à-dire que bon là je l'ai testé juste avec un ruban à LED. Pour moi c'est déjà de le tester dans le cadre du workshop, de tester la faisabilité et voir si je maîtrise. Ensuite il faudra que je vois si vraiment c'est pertinent ou pas d'un point de vue plastique, esthétique, dans ce que je vais rendre. Mais voilà, effectivement le fait de passer par des évolutions de courbes comme ça peut créer des mouvements intéressants. Mais ça sera ensuite à voir. Si c'est intéressant artistiquement ou pas. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est sûr que si je devais produire cette évolution-là avec un logiciel de lumière classique, ce serait extrêmement laborieux. Voilà. Merci. Que je vais avoir la possibilité non pas d'utiliser seulement 2 pistes, mais un nombre de pistes audio très étendu. Dans l'exemple, ce sera restreint. Voilà, parce que quand on est sur une régie, une console traditionnelle, évidemment on n'a que 2 mains, et donc manipuler ne serait-ce que 10 sons différents avec les 2 mains, ça commence à devenir impossible. Il faut commencer à utiliser les bras, les pieds, des choses comme ça, ce qui est évidemment bien entendu pas possible. Donc on a toujours trouvé des astuces, des combinaisons, des manipulations différentes. Là, ce qui va être intéressant, c'est d'automatiser tous ces sons-là différents et leur donner à chacun des trajectoires complètement indépendantes et qui sont absolument impossibles à faire à la main, ou alors il faudrait 60 personnes côte à côte sur nos mêmes consoles. J'ai une question. Pourquoi on part sur 2 pistes? Ça, c'est l'école traditionnelle, c'est qu'on avait des magnétos à bande qui fonctionnaient en 2 pistes. Évidemment qu'on évolue. C'est davantage l'école française qui est comme ça, qui travaille sur 2 pistes qu'on récupère et qu'on envoie sur X haut-parleurs, 60. Voilà. D'autres écoles comme en Allemagne ou ailleurs travaillent plus en multidiffusion avec des séquenceurs multipistes et qui vont être affectés à chacun des haut-parleurs. Donc l'écriture est différente. Donc ici j'ai fait une toute petite réalisation, évidemment pour une pièce électro aussi conséquente il faudrait beaucoup plus de temps. Et puis enfin voilà. Comment est-ce que j'ai procédé? Là j'ai procédé par petits patterns, on va dire. Donc j'aurai ici un son qui va décrire cette courbe-là, un deuxième qui suivra cette trajectoire-là. Ici, j'ai un 3e pattern
avec un son central qui voudrait naviguer en serpent, et puis des sons qui vont se rapprocher des 4 angles. Ici, j'ai un petit module qui va traverser donc une étoile avec beaucoup de tout petits sons très courts qui vont être déclenchés très rapidement. Donc, des trajectoires rectilignes, très simples. Et puis ici, un bloc où j'ai choisi là de travailler sur un espace plus grand que l'espace des 4 haut-parleurs. Donc cet espace-là, c'est comme si on avait les haut-parleurs qui étaient situés ici, mais le son, je voudrais qu'il soit beaucoup plus long. On peut écouter cet exemple. Bon, bien sûr, j'étais trop court en temps pour affiner suffisamment les choses. C'est un compte rendu comme chacun de workshop. Alors, les dessins représentent les courbes des trajectoires que ferait le son dans l'espace, dans un environnement en 2 dimensions ici. Donc, les deux dimensions sont cadrées, représentées par les 4 haut-parleurs.
Donc là, tu as écrit aussi en 2D, par exemple. J'ai écrit en 2 dimensions les trajectoires des sons, par exemple. Un son de serpent. Ce son va serpenter dans cet espace-là, va aller à l'autre haut-parleur, avance un peu, et ainsi de suite. Comme ça. Donc ça représente cette trajectoire. Ce son-là, donc on voit écrit représenté là, va aller de ce haut-parleur-là jusqu'à un point à peu près central. Un son qui est ici va partir de... Alors là, on ne voit pas représenter en fait les haut-parleurs, donc c'est ce qui est peut-être abstrait, mais comme je l'expliquais, pour ce triangle-là, j'imaginais à peu près que les haut-parleurs étaient ici. Donc c'est comme si le son allait derrière, un peu plus loin que les haut-parleurs. Et ça se fait grâce à ce logiciel-là qui est une version qui n'est pas encore sortie aujourd'hui, entre autres Thierry Debloc, qui est le spécialisateur de l'IRCAM, qui peut fonctionner en 2 dimensions, comme on note ici, mais aussi en 3 dimensions avec l'élévation. C'est-à-dire qu'on peut avoir la sensation qu'un son soit situé à 2 mètres de hauteur au-dessus de vos têtes, par exemple. Et non pas seulement au niveau de vos oreilles, ici, dans ce plan-là. Ça, c'est le support-là qui va être plus haut. Il faut un dispositif plus grand que celui-ci, non pas à 4 haut-parleurs, mais au moins avec un minimum de 8 haut-parleurs pour recréer cette sensation de 3e dimension. C'est un minimum, après il y a des, je ne sais plus combien il y a de haut-parleurs possibles, mais ça peut être 300. Oui, à l'Espro, c'est 387 haut-parleurs qui sont distribués dans 2 technologies, l'Ambisony, donc un dôme, et en même temps de la WFS qui est une espèce de couronne, donc on n'a pas vraiment de limite, sauf des limites techniques qui nous permettent de mettre autant de haut-parleurs. Plus le maillage, comme ça que ça s'appelle, plus on a de haut-parleurs, plus l'espace entre chaque haut-parleur devient restreint, et plus le cerveau se fait passer pour un leurre et croit qu'il y a effectivement un son qui serait presque du domaine physique. Donc c'est un petit peu l'ambition, c'est cette virtualisation qui nous permet de positionner plein de haut-parleurs. Donc dans le cadre évidemment de ce petit séminaire, on a fait de la 2D, mais après le principe était de montrer que Yanix, en tant que logiciel aussi 3D, répond parfaitement à la problématique de l'écriture composée de l'espace. Et c'est dans ce sens-là. Et donc, ce qu'il faut peut-être, je rajoute un truc sur ce qu'a présenté Sylvain, c'est juste de dire qu'effectivement, chaque objet graphique que vous voyez dans cette partition, finalement, a un cadre. Et ce cadre correspond en fait à la largeur qu'on a mis de cette image-là. Et cette largeur, c'est ce qu'on a considéré comme être un espace de haut-parleur. Donc, ce n'est pas la partition en soi qui est sur 4 haut-parleurs, c'est chaque pattern de cette même partition qui représente cet espace, qui lui permet de passer dans le temps d'un pattern à un autre, et donc d'avoir une partition graphique qui va évoluer dans le temps grâce à ces possibilités. Ça, Yannick, c'est grâce au mapping. Voilà. Sinon, c'est pointillé, on voit sur eux. Voilà, peut-être clique d'ailleurs sur pour nous montrer le mapping, on va tout de suite comprendre ce qui se passe. Voilà ce carré que vous voyez autour. Aux 4 extrémités que vous le voyez, c'est la position en fait d'espace qu'on va dédier à nos trajectoires. Et après, il suffit de les définir, qu'elles soient plus importantes que la physicalité, c'est-à-dire c'est 6 mètres à peu près entre les 2 haut-parleurs de fond et 6 mètres autour de ce carré-là. Là, il les a définis sur, je ne sais pas, peut-être 12 ou 13 mètres. Ça veut dire que les pointes, effectivement, de mon triangle sont loin, elles sont à la distance comme un bateau venait du port, et plus il va s'approcher, plus on va loin. D'autres questions? Dans la spirale qui a été jouée là, j'ai fait assez attention, mais j'ai pas senti. J'ai été frustré par le rapport entre ma perception, j'ai une oreille bouchée, ce qui m'arrive, mais enfin, entre la perception spatialisée et le dessin. Et d'ailleurs, c'était une des choses qui m'avait interpellé déjà il y a 3 ans, c'est qu'on voit de très belles courbes, mais on entend moins l'espace. Alors là, c'est pas un problème du tout du logiciel, mais de mon temps de travail sur cette courbe-là. Et de l'avoir utilisé des espaces qui étaient trop restreints, et comme me l'expliquait Thierry, c'est que quand on est vraiment au centre, on met des sons au centre, c'est
jouable imperceptible parce qu'on est vraiment trop près du centre. Et il aurait fallu que j'espace énormément mon cadre pour le faire. Mais ça, c'est un problème de voilà. Non, pas du tout. Non. Et ta frustration est, je pense, moins grande que la mienne. Oui, puis en plus, il n'y a pas eu, pour aller dans votre sens, c'est qu'il n'y a pas eu dans le logiciel tierce, c'est-à-dire effectivement le logiciel développé par la société Flux, en partenariat avec l'IRCAM, il n'y a pas eu du tout le temps de gérer à la fois la partie algorithmique, c'est-à-dire l'encodage, de le peaufiner, de travailler sur voilà, ce qu'on appelle l'acoustique, évidemment virtuelle, qu'on va y apposer. Donc il n'y a eu aucun travail, aucune comparaison qui a été faite. Donc le sentiment qui avait pu être à l'époque est un sentiment aujourd'hui qui peut se connecter à ça, mais dans la vraie réalité, du coup, si on avait eu du temps de travail pour... en gros, si ça commençait maintenant, hein, c'est ce que je dis depuis le début, si ça commençait maintenant, chacun serait dans une étude, une écoute ou une perception, comme la lumière, ou comme tous les projets qu'on va voir aujourd'hui, évidemment, pour élaborer. Mais ce que j'espère, c'est que Sylvain, ça lui a donné envie de travailler sur cet outil-là pour justement se retrouver dans une configuration, pour le libérer un peu de ses mains, parce qu'il nous a dit qu'il utilisait les pieds aussi. Et pas que les mains. Et pas que les tiens. Merci Sylvain. Merci. Bonjour, je m'appelle Tatiana Pirano et surtout, n'attendez pas à un projet artistique défini, quelque chose. Donc pour moi, c'était le stage qui était complètement découverte, complètement. Comme je vous dis aux 2 premiers jours que je sors de l'art plastique traditionnel, et ça fait 2 ans maximum que je m'intéresse à logiciel, informatique. Donc je suis passée par le Photoshop un peu, par l'Illustrator. J'ai même abordé 3D Max et 4D Cinema. Donc ça, c'était encore une étape. Quand je suis venue là, je ne savais pas pourquoi. Heureusement, il y a Alain qui m'expliquait finalement pourquoi je suis là. Donc là, je vous conseille de rembobiner tout ce qu'il a dit parce que ça me concerne. Je pense que mon but, ça sera de donner le son et image. Ça, je trouvais quelque chose qui peut être très intéressant. Comment j'ai pas le chemin, c'est encore très flou, mais j'ai trouvé que ça c'est très intéressant finalement de ajouter quelque chose à l'image qui est fixe, donc de le faire élargir un peu. Il me semble que quelque chose comme ça qui se passe. Je vous invite donc dans mon univers maintenant. Donc moi je dessine chez moi avec la technique traditionnelle et je suis contaminée vraiment par le dessin. Ça c'est quelque chose avec tout l'amour pour l'ordinateur. Je pense que c'est quelque chose que je ne veux pas abandonner. Et donc le prétexte pour cette découverte, ça a été la fontaine de Marcel Duchamp. C'est un objet très silencieux qui a fait couler beaucoup de l'encre. Et je me suis dit, pourquoi je ne coulerais pas un peu de l'eau sur cet objet. Et je vais vous faire d'abord écouter le son que j'avais attribué pour cet objet. Il est aléatoire. Là, je vous dis que je n'ai pas fait la composition. Là, j'étais très contente que j'avais réussi à faire le son. Donc, n'attendez pas que ce sera quelque chose... bon, composition musicale, pas du tout. Alors, on y va. Après, j'étais intéressée par tester le vidéo,
donc là je ne savais pas qu'est-ce que je peux obtenir avec les vidéos. Et ben finalement ça c'est la projection de lumière qu'on avait fait sur l'objet, sur le dessin. Peut-être ça va compléter l'œuvre, peut-être pas du tout. Ah oui, donc là je n'ai pas dit que j'ai imaginé pas comme ça. Donc là je l'avais imaginé que deux soient superposés, cette image vectorielle avec le curseur qui court et donc une image statique derrière qui est tout simplement dessinée. Donc là je l'avais imaginé un tout petit peu pas comme ça, mais bon. Ça c'est l'essai. Et on va finir par une image, c'est même pas vidéo, ça c'est vidéo apparemment. Voilà. Très bien. Et donc, ta vidéo, tu l'as faite avec quoi? C'est des photos, c'est une succession d'images. Pourquoi t'as pas fait la musique avec... Pourquoi t'as pas fait la chasse d'eau avec les... J'ai pas réussi. Mais juste le lancer. Non, parce que là il faut avoir les deux ordinateurs. Ah Donc là on n'a pas pu justement les jouer. Oui, là je voulais justement que ça soit superposé les deux images. Et le son, bien sûr, parce que le son, ça apporte quelque chose de plus que cette image assez statique. Et bonjour à tous, moi c'est Frédéric Tirello, je suis plutôt, comme je me définis, plasticien du son et de l'image, c'est ce qui me plaît le plus. Et l'intérêt pour moi de venir sur le workshop de Yanix, c'était de pouvoir un peu plus approfondir l'approche du soft que j'avais découvert il y a quelques années, où il était encore en développement 2D, où j'avais pas trouvé mon compte parce que je cherchais à manipuler du son dans l'espace avec un joystick à la main pour interagir directement avec les musiciens, chanteurs que j'avais en live dans les micros. Et du coup, je n'y arrivais pas avec cet outil-là, donc j'étais parti vers d'autres softs, d'autres plugins du côté des universités de Montréal, etc. Et là, j'y suis revenu parce qu'il y a l'option maintenant 3D qu'on n'a pas pu découvrir sur ce workshop-là, mais je ne désespère pas. Et ensuite, pour moi, l'idée n'était non pas d'aboutir à un produit fini, à quelque chose de concret, mais plutôt de découvrir un peu les astuces et les logiques du fonctionnement du logiciel, la manière dont les concepteurs l'ont pensé, et de pouvoir, sur la durée, petit à petit, pas à pas, essayer d'aller vers de la composition et de la création de spatialisation sonore. Sachant que moi, pour mon petit plaisir, je m'amuse à la spatialisation sonore avec différentes compagnies et artistes, autour du théâtre contemporain, de la poésie contemporaine et de la composition instantanée en danse contemporaine, mais je fais ça de manière plus objective, en live. Là, je m'intéressais vraiment à l'idée de la partition, de l'écriture. J'avais vraiment envie de trouver des formes de trajectoire dans l'espace, parce que je viens du monde des arts plastiques, du faire, du fabriquer, du dessin, et que j'avais envie vraiment de pouvoir travailler le son comme une graphie dans l'espace. Ça passe également par de la forme géométrique, que ce soit du spontané, de l'intuitif ou du géométrique, qu'importe. En tout cas, c'est partir du graphisme pour pouvoir dans l'espace traduire des trajectoires sonores. Je pense que l'outil est tout à fait adapté et remarquablement bien développé pour ça. Maintenant, il faut juste un peu de temps pour commencer à travailler. Et comme le disait Thierry tout à l'heure, c'est maintenant que ça commence. Donc je me suis un petit peu amusé à essayer de travailler sur des petits modèles, 3 modèles, avec l'idée d'une narration. Les morceaux de musique, j'ai mis 1 heure de musique, des morceaux d'extraits sonores que j'ai captés dans la nature, ou bien que j'ai récupérés, ou bien que j'ai assemblé sont de manière très aléatoire, il n'y a pas du tout d'univers composé, c'est juste l'idée de pouvoir enchaîner les sons, les déclencher, et savoir comment ils peuvent s'enchaîner les uns les autres avec la logique des curseurs et d'une timeline sur la durée. Donc du coup, il y a vraiment un parcours narratif qui part d'un point
sur les 6 modèles et arrive à l'autre point. Du coup, les temps s'enchaînent, les morceaux également, et ensuite, comme le disait Sylvain tout à l'heure, le SPAT de l'IRCAM, développé par Flux, prend le relais et distribue le son dans l'espace, sachant que bien évidemment, je n'ai pas du tout le temps de rentrer dedans. Thierry nous en a fait une démonstration, il me semble nettement plus développé. Je l'avais acheté à l'époque il y a quelques années, mais je n'avais pas pu travailler non plus dessus, comme sur Yanix. Et maintenant, il aborde la 3D et il est quand même nettement plus poussé, plus fin, plus développé. Ça devient un vrai outil de spatialisation avec des approches vraiment très en finesse, très en subtilité. Et c'est vrai que du coup, avoir un outil pareil à la maison, c'est quand même quelque chose. Jusqu'à présent, je développe avec d'autres softs qui permettent aussi à la maison sur 10 points de pouvoir m'amuser. Et c'est vrai que là, on arrive à des choses qui sont de même voilà, la finesse. On comprend que depuis des années, des gens travaillent sur le développement de ce type d'outils. En tout cas, moi, je suis de plus en plus heureux de les découvrir. Maintenant, par rapport à ces modèles-là, que dire de plus? Peu de choses, si ce n'est voilà, qu'il y a encore tout à faire. Et que je pense que je vais quand même essayer d'aller au bout de cette histoire-là, même si je n'ai pas la possibilité de spatialiser de la même manière, mais pour pouvoir essayer d'aller jusqu'au bout de cette histoire de partition, d'écriture, et de voir vraiment comment ça dialogue dans l'idée d'aller dans une narration précise avec ses points forts, avec ses points hauts, ses points bas, avec ses points culminants, son introduction, et sa chute. Voilà, donc je vais vous faire écouter ça. Et vous ne prendrez pas en compte l'idée de la spatialisation parce que voilà, tout est à moins de 3 plus 3 mètres et tout est à peu près au centre, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Tout le travail est à faire en centre. Merci à vous tous, et puis principalement bien sûr à Thierry et merci. Et Guillaume, parce que voilà, c'est vrai que c'est quand même très rare, et puis alors d'avoir accessible une qualité de workshop pareil avec si peu de financement à la base, ça c'est vraiment assez exceptionnel. Pour avoir accès à un workshop de ce genre, à ce tarif-là, moi je vous dis vraiment merci, je ne sais pas que c'est qu'il y a derrière. J'espère pour vous qu'il y a le Printemps des Arts, la Passion de Monaco, etc., histoire de financer à la hauteur de la qualité le travail qui est fourni. En attendant, merci de le rendre accessible pour nous, parce que c'est vraiment très difficile de pouvoir vous rencontrer. Un grand merci. Et à une prochaine. J'espère. Moi, c'était Stéphania. Je suis venue dans ce
pour ce workshop avec pas forcément des projets en tête, c'est plutôt le côté qui m'a plu, et je me suis dit que je trouverais certainement une façon de l'utiliser. Et c'est comme ça que ça, enfin, je pense que ça inspire en fait beaucoup de projets finalement, d'avoir toutes ces possibilités-là, enfin, en tout cas dans mon cas, ça inspire des projets. Et je repars sur le côté graphique, même toi Sylvain, le fait de pouvoir montrer ce qui est en train de se jouer sur une partition, ça, enfin, je trouve c'est super, quoi. C'est juste sublime. Rien que ça, cette application-là, c'est comme ça que je l'ai utilisée, mais maintenant, pareil, la spatialisation, maintenant que j'ai un peu digéré ce côté-là, ben, ça devient aussi un peu un enchaînement naturel, et j'y penserai évidemment pour développer d'autres choses. J'aime bien partir sur des sons qui sont faits, j'aime pas sampler, enfin, mais j'aime pas le prendre de quelque part, donc j'ai essayé de faire mon trajet de chez moi à ici, à peu près 5 minutes, puisqu'on est à Monaco, et j'ai essayé de prendre tout ce que je pouvais prendre, il n'y en a pas énormément, parce que voilà, il y a pas beaucoup de temps, puis c'est pas incroyablement, bon, c'est pas très fin, c'est comme moi, mais ça va fonctionner, et surtout j'ai essayé d'appliquer ce que vous nous avez donné quoi, comme outil, enfin en tout cas ce que j'ai compris de ce que vous avez donné, parce qu'il y en a même beaucoup. Et voilà. Donc du coup les glaçons ont fondu, mais c'est parti. Mais par contre, ce qui était super intéressant, c'était justement de transcrire ces valeurs. Donc pour moi, conceptuellement, c'est super important de les retranscrire en courbes, d'utiliser ces courbes pour contrôler d'autres trucs, donc voilà, et de tout garder au sein de mon concept. Alors parfois, musicalement, c'est pas forcément ce qu'il y a de peut-être plus intéressant, mais de pouvoir faire tout jouer, en tout cas autour d'une thématique, et je vais l'utiliser, c'est sûr, c'est sûr. Donc j'espère que vous allez nous suivre un petit peu. Avec plaisir. En particulier, ce que je trouve très intéressant, c'est d'utiliser un curseur très grand en effet visuel. Ça, c'est super. C'est comme un radar qui passe. Non, c'est graphique. Enfin, visuellement, pour moi, là où j'en suis, donc c'est là où j'en suis aujourd'hui, c'est super de pouvoir lire une partition comme ça. Et ouais, déjà, première application, géniale. Voilà, j'attends les prochaines. Tes points, trigger, ils ont un sens par rapport à la géographie? Non,
Non, c'est justement, c'est ce que je disais, je les ai utilisés plutôt comme, c'est plutôt une partition timeline, tu vois. Donc pour l'instant, j'ai été super réduite, enfin j'ai réduit Yannix à cause de moi, enfin, voilà, c'est ça. Stéphanie, et le son de glaçon, Non, il n'y avait pas de son de glaçon. En gros, tout est axé, c'est une thématique qui me tient régulièrement à cœur, je pense comme à tous, c'est l'écologie et donc tout est axé sur le changement climatique, et notamment dans les recherches artistiques, c'est aussi ça. Et donc le glaçon, c'était juste une espèce d'allégorie, mais on l'a poussé jusqu'au bout, je pense que la plume, c'est fini. Capote. Charlotte, tu peux me dire? Oui, sur la représentation, du coup, là, c'est une représentation en 2D ou en 3D? Alors en fait, elle était en 2D, mais par contre, on a dû la mettre en 3D parce que justement, ce curseur, voilà, on a réussi à ne pas brasser tout le monde grâce à cette 3D. Donc là, ce qu'on voyait, c'était une représentation 3D, en fait, c'est bien ça? Non, là, ce qu'on voyait, c'est du 2D. Par contre, je l'aurais mise en 3D, tu aurais vu cette ellipse en hauteur, justement. Voilà, c'était la seule chose. Que tu peux regarder, on va On aurait pu la partition. Ouais. On aurait pu, oui, enfin, bon, c'est pas sûr. Voilà, on peut la déplacer, pas la tourner pour que tu montres un petit peu. Pardon. Voilà. Tu vois? Donc elle est en élévation et au-dessus, en fait. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est super simple et c'est génial. Voilà. Oui, puis c'était intéressant quand même sur les glaçons, même si on n'a pas tous compris, c'est que finalement la fonte des glaces, grâce à un petit dispositif extérieur, a permis dans l'idée, et ça c'est très beau, je trouve, plastiquement les glaçons fondent, l'eau évidemment va converger, et on a deux petites électrodes toutes bêtes qu'on va positionner, et ça va te permettre de déclencher Yannix. Donc c'est aussi le monde ouvert vers le démarrage de Yannix démarrait quand les glaçons étaient fondus. La partition démarrait quand les glaçons étaient fondus. Et C'est-à-dire vers 14h. Voilà. Donc merci le changement climatique. Et ne pas oublier que les graphes viennent aussi de tableaux, en fait c'est important de le dire aussi, un peu plus précisément, de le dire. Oui, mais bon, donc j'ai utilisé grâce à Guillaume, mais après il y a plein de moyens de récupérer du data. Enfin, pour toi c'était super parce qu'il y en avait énormément et j'ai rien eu à faire, ça a été très vite. Mais tous ces datas qu'on voit partout et qu'on n'utilise pas forcément, du coup ils ont tous, alors ça c'est bon, alors je sais plus quel est quoi, mais la température, il y a sur le siècle, de 1900 à je crois, ça dépend un peu, 2014-2016, et température, flooding, inondation, donc événement exceptionnel. Ensuite, il y avait quoi? Oui, CO2. Et ensuite, je sais plus, quelque chose d'autre. Je ne me rappelle pas. Tout le fait, ces datas? Elles sont toutes ascendantes C'est quand ça. même. Elles sont toutes ascendantes. Ouais, elles sont toutes ascendantes. C'est que chaque courbe est un data sur le siècle entier, en fait. Et tu ça. le récupères Ouais. sous cette forme-là. Sur un graphique, en fait. C'est un tableau Excel au début. Tu sais, non. J'ai un X et un On Y. l'a remis dans Linux. Toi, tu as les années. Donc tu peux apporter n'importe quel. Ouais. Ah, c'est des nombres, donc c'est d'autant plus un matériau pour Linux fertile. Ouais. Et qu'il y a des noms, on prend. Par contre, il fallait refaire des remises à l'échelle, parce que les années 2000, ça fait une partition qui serait à 2000. Dans la largeur, on a un peu réduit, on a un peu Pressé. compressé ça. Il y a 5, ouais. Le dessin aléatoire, c'est la courbe de ces analyses de data. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un lien avec la vie de. Mais parce qu'il y en a une qui ressemble, tu vois, ça ressemble un peu, je trouve. Ouais, mais parce que tu as dit que tu tu as marché. Ah Oui, quand tu as dit que ah oui, j'ai marché. Alors les sons étaient tous en rapport du changement climatique. Mais c'est ce que justement disait avec Thierry, il y en a beaucoup à Monaco. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, bonjour, je m'appelle Yorma, je suis artiste chorégraphique. Donc, dans ce domaine-là, je touche effectivement également à la mise en scène, la scénographie, le son, la lumière et la vidéo. Depuis de nombreuses années, au niveau du spectacle vivant, je suis toujours parfois un peu déçu
parce que je vais voir parfois une approche chorégraphique qui va être magnifique, mais un travail de lumière qui va être très basique, voire même inexistant, et un travail de décor aussi qui n'est pas forcément très recherché. Faisant partie un petit peu de la nouvelle génération, j'ai voulu essayer de briser ça en essayant de créer quelque chose qui soit complet au niveau son, lumière et vidéo. Ce stage m'a beaucoup intéressé puisque quand je travaille avec mes logiciels, je suis sur un système automatique, ce qui fait que j'ai le spectacle qui est un spectacle d'1 heure, je divise en 4 parties et effectivement je lance et j'ai tout qui part automatiquement. Mais on m'a déjà posé la question, qu'est-ce qui se passe si au bout d'un quart d'heure, j'ai un danseur qui décide de faire autre chose et de se déplacer autrement sur la scène? Comment modifier la programmation qui est totalement codée depuis déjà plusieurs semaines auparavant? Et c'est là qu'Yanix m'a intéressé, parce que justement, le fait que Yanix pilote justement ces gros logiciels de son, lumière et vidéo, ça permet une flexibilité de fonctionnement et surtout ça permet que certaines fonctions qui mettent du temps à programmer sur les logiciels se fassent en 2 secondes avec Yanix, juste en travaillant sur des courbes et des formes et tout ça. J'ai voulu d'abord travailler sur les capteurs avec le corps, mais vu la complexité que ça met pour se mettre en place, je me suis dit que j'allais partir sur un autre délire. Quand j'étais petit, j'adorais dessiner des dessins géométriques. J'ai repris ces dessins-là, je les ai reproduits à l'écran, et je me suis dit qu'est-ce que ça donnerait si justement en utilisant des triggers, des courbes et des curseurs, qu'est-ce que ça donnerait les interactions de toutes ces formes entre elles. Donc je ne vous cache pas que ça fait un joli méchoui. Mais niveau sonore, il y a quand même quelque chose d'assez space. Donc je vous préviens tout de suite, c'est considéré plus comme de la musique contemporaine. Hein. Je ne vous ai pas fait une œuvre philharmonique de ouf. Hein. Et je vais évidemment vous le mettre en plein écran pour que vous puissiez voir justement, je vais essayer de manipuler avec le clavier pour justement faire tourner un petit peu cette forme, puisqu'on est sur, cette fois-ci, on est là sur un plan tridimensionnel. Donc c'est assez sympa. Je me dis qu'à l'avenir, il faudra peut-être mettre des textures, des formes, tout ça. Donc, on va voir ça. Allez. Allez, j'ai du bol, ça commence bien. Voilà.
réalité que les sons, j'ai joué sur des durées différentes. Donc j'ai autant des samples de 20 secondes, de 10 secondes, de 15 secondes et autres. Certains samples, je les ai composés, d'autres, je les ai pris de morceaux musicaux déjà existants, parce que je voulais essayer de faire, justement, d'avoir une approche contemporaine avec des sons qui partent un peu dans tous les sens. Bon, c'est clair qu'en termes de partition, il y a des moments, il y a des sons qui apparaissent à des moments qu'il ne faut pas du tout. Hein, mais bon, ça, c'est les aléas, on n'y peut rien. Mais mon objectif sur le long terme avec ça, avec ce logiciel, ce serait justement d'aller encore plus loin là-dedans, d'essayer d'aller beaucoup plus loin au niveau graphique, avec carrément des choses imprévues qui pourraient apparaître. Là, ce que vous avez pu voir jusqu'à présent, c'était simplement des déclenchements son par justement les triggers. Mais si on avait eu un peu plus de temps, on aurait pu effectivement utiliser les curseurs qui se déplacent dans les différentes formes pour moduler le son qui est justement lancé par les triggers. Où j'aurais pu également rajouter on aurait pu rajouter des animations que les formes se seraient déplacées d'elles-mêmes et non pas avec moi en train de tripoter sur le touchpad, quoi. Voilà. C'est super cool. Voilà. Je vous remercie. Peut-être juste un mot, du coup, qui est peut-être par rapport à une différentielle, si tu peux revenir à la partition IMX, qui peut être assez intéressant quand même. En dehors de l'aspect de déclenchement des fichiers son, effectivement, on ne profite absolument pas du tout de la durée, de la position des curseurs dans l'espace. On va y revenir. Bon, dommage, mais c'est pas grave. En fait, ce qui était assez intéressant pour moi dans cet espace d'écriture, c'est qu'il est tout de suite parti dans quelque chose qui est tridimensionnel. Alors là, pour moi, déjà, bon, faut y aller quand même, hein, écrire en 3D. Bon, après, je ne parle pas de l'environnement sonore, je ne parle même pas du choix qui a été fait évidemment dans l'urgence, comme tout ça, mais par contre, il y a quelque chose qui est une de mes questions, effectivement. Est-ce que la troisième dimension va ouvrir quelque chose concernant l'écriture contemporaine et surtout future? Est-ce que si je donnais à un compositeur, en dehors de la 2D, pour prendre un exemple musical, et que je lui donnais une partition, il va être parfait pour pouvoir réagir, est-ce que si je lui donnais une troisième dimension dans son esprit, est-ce qu'il y aurait effectivement quelque chose de mieux ou de moins bien ou de différent? Je n'en sais rien, mais en tout état de cause, il y a quelque chose de passionnant, je trouve, dans l'idée de manipuler la 3D. Donc là, on avait les caméras qui étaient à la main, mais bien sûr, le logiciel peut tout à fait scénariser ces éléments-là, parce que effectivement, la partition ne devient plus quelque chose qu'on donne au musicien quand elle est musicale, elle est aussi une partition finalement qu'aujourd'hui, les utilisateurs yannixiens veulent l'afficher. C'est-à-dire que la partition prend une dimension graphique qui évidemment devient un objet graphique et plus n'est simplement un moyen d'interpréter des choses. Donc ce qu'on a vu sur la spatialisation tout à l'heure étant malheureusement en 2D, évidemment on a une partition plate, mais on aurait pu là, évidemment, avec cette partition-là, le grand différentiel, c'est qu'on a une partition 3D, comme on a pu le voir aussi sur la partition de Stéphania tout à l'heure, sur le changement climatique. Donc là, il y a quelque chose qui était relativement intéressant. Alors, c'est très simple. Donc, je suis né dans la 3D depuis que j'étais tout petit, 3D visuelle. Mais j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours eu des oreilles aussi, que j'ai utilisées abondamment. J'ai fait une école d'ingénieur du son aussi, parce que j'étais intrigué par le son, mais je fais du chant, du piano classique. Et puis, j'ai toujours été fasciné par la spatialisation déjà visuelle, mais la spatialisation de manière globale. Et puis l'année passée, je devais venir ici, mais au moment où j'allais venir, mon ami qui devait partir pour Bruxelles, il y avait les attentats de Bruxelles, et puis ça n'a pas joué. Alors, me voilà une année après. Et l'année prochaine aussi. Et l'année prochaine, je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a deux caméras. Alors, j'ai toujours fait du relief classique. Ici, on a une petite caméra dont on voit qu'il faut toujours la même chose, 2 yeux, pour qu'on puisse voir quelque chose. Et puis, à partir de là, on peut voir en relief avec, disons, l'idée est très simple. Chaque œil doit avoir son image et pas celle de l'autre. Le reste, c'est le cerveau qui le fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la spatialisation? Je viens d'un milieu médical et neurosciences, neurologie, psychiatrie, sexologie, enfin, le haut et le bas, c'est un peu la même chose. Mais ce qui m'a toujours fasciné, c'est autour de la perception et organes des sens et cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les sens? Comment ça interagit entre les synesthésies, par exemple? Et on a pu voir, j'ai pu montrer en
en Allemagne dans une conférence, en projetant une image de fumée qui sortait de l'écran en 3D, les gens commençaient à tousser parce que ça grattait par là, alors que c'était uniquement visuel. Mais la synesthésie faisait qu'on avait la sensation de faire ça. Alors, il y a 5 ans, déjà avant, j'avais lu un livre sur le cinéma sphérique qui a été inventé en France, à Montpellier, par M. Jaune, dans les années 60. Et lui a pu faire obtenir le premier objectif fisheye, c'est-à-dire un objectif qui prend 180 degrés, et le fabriquer pour ses besoins. Et il a commencé ainsi à faire le cinéma sphérique. Les Canadiens sont venus le voir, sont partis au Canada, ont créé IMAX, Minimax, avec une idée française à la base. Et puis, il y a 5 ans, je suis venu le voir en disant c'est super le cinéma sphérique, mais il manque juste une boule, hein, la deuxième, c'est-à-dire l'interaction des deux. Alors, ce qui était particulier à ce cinéma, c'est qu'il appelait ça le cinéma grandeur nature, c'est-à-dire qu'il inclut la perception telle qu'elle est. Parce qu'effectivement, on ne voit pas de manière perspective, comme au XVIIe, la Renaissance italienne, Marchenelli et les autres, dans le dessin de perspective ou la caméra oscura. Ça, c'est un seul point de vue. Si on nous demande, par exemple, un exemple très simple, si on a un mur de 2 mètres de haut qui va jusqu'au fond de côté, de chaque côté, et on est honnête par rapport à ce qu'on dessine, on dessine en haut ici, le haut, là, puis là-bas, là, 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 là. La même chose de l'autre côté, et puis le mur, il est comme ça. C'est-à-dire que dans notre perception réelle, elle est sphérique, elle n'est pas curvilinéaire, elle n'est pas rectilinéaire. Donc notre monde perceptif, il est curvilinéaire, il est exactement comme ça, sauf que c'est la rétine, c'est le capteur qui est sphérique et la lentille qui est banale. D'ailleurs, c'est mauvaise, mais banale. Et ici, on fait le contraire, on a un capteur plat et on met un fisheye qui va déformer, qui va s'occuper de l'autre côté du problème. Voilà. Et donc 2 fois, c'est-à-dire comme dans la perception de l'espace, en relief. C'est-à-dire, juste pour une manière très, très simplifiée, le relief, c'est quoi? C'est l'écran qui disparaît. C'est-à-dire, quand lui projette sur un écran avec un seul projecteur, ben, on est entouré d'images, 180 degrés, et en plus 40 degrés d'angle, donc un peu comme ça, donc, sur cette forme-là. On est entouré d'images, mais l'écran est toujours là, la distance de l'image à l'écran est toujours là. Avec le relief, on fait éclater l'écran et il y a de l'espace partout. Et puis, alors à partir de là, qu'est-ce qui se pose comme question? C'est le son spatialisé par rapport à l'image spatialisée. De ce côté-là, il me fallait un critère important au niveau visuel, il fallait que je sois en cinéma sphérique binoculaire de grandeur nature. Ça voulait dire qu'il fallait que je puisse respecter les grandeurs réelles des objets, des gens, des arbres. Alors, le problème, c'est plus une question de grandeur physique, c'est une question d'angularité. Et donc, on est dans une sphère aussi, là. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a 5 degrés d'angle entre le haut et le bas du visage de toi, maintenant, au moment où je filme avec ça, lorsque je reprojetterai, que ce soit dans une petite sphère, demi-sphère, il y aura 5 degrés d'angle, que ce soit dans une demi-sphère de 100 mètres, il y aura 5 degrés d'angle, même si l'image est beaucoup plus grande, mais il y a toujours 5 degrés d'angle, c'est qu'il y a la perception juste de toi, et l'espace sera juste, c'est-à-dire que tu seras toujours à 2 mètres, que ce soit petit ou grand. Donc ça correspond, et c'est la base du système, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer une image, on ne peut pas spatialiser le son à l'image si on ne respecte pas, le son, parce que le son, on l'a dans l'air, on n'a pas, je ne vous propose pas un spectacle entouré d'hélium ou sous l'eau, et plutôt ici avec de l'air, donc 340 mètres secondes. Donc la valeur absolue, c'est le son. Et l'image doit s'adapter au son. Donc, d'où l'importance que l'image doit être grandeur nature pour qu'on puisse commencer à imaginer qu'on va matcher x, y, z du son avec x, y, z. C'est même pas, c'est angle, et puis distance. C'est plutôt des coordonnées polaires. Et alors, comment faire par rapport au son? Jusqu'à pas longtemps, j'utilisais le système binaural qu'on mettait dans les oreilles en essayant de ne pas trop bouger la tête, ce qui est impossible. Et puis, il n'y a pas longtemps, il y a Sennheiser qui a sorti cette petite chose qui est un microphone sur l'exemple qui correspond à ce qui a été fait par l'enfant, par Soundfield. C'est un microscope qui a 4 capsules, comme vous avez peut-être vu tout à l'heure l'image, 4 capsules dans 4 angles dans un
vue en quelque sorte. Et puis, ça enregistre en format dit ambiosonique de type A, avec 4 pistes, comme vous voyez, par 2, 3, 4, plus par 2, 3, 4. Et puis, ça permet par addition et soustraction du signal, très simple, de créer ce qu'on appelle en B format, un format B ambiosonique, qui donne les angles de direction, comme une sphère avec tous les angles de direction de différents objets sonores. C'est très bien. Donc avec un microphone, j'ai la direction sphérique du son. Et puis, des coordonnées, quoi. Des coordonnées, mais angulaires, c'est tout. Pas de distance. Et puis, je me suis dit, parce que j'ai discuté avec les gens de l'IRCAM, un peu là-bas, Thibault d'ailleurs, et puis il m'a dit, non mais je ne comprends pas, ça ne joue pas. J'ai dit, bon, peut-être ça ne joue pas, je ne sais pas, mais j'ai essayé de réfléchir simplement, je me suis dit, on a 2 oreilles. Et dans une oreille, on a un système sphérique, en fait. Sauf que la moitié de la sphère de ce côté-là est un petit peu brouillée, aplatie, effacée au niveau sonique. Puis là, on a une autre sphère dont la moitié de la sphère est un peu effacée, brouillée au niveau sonique à l'intérieur. Donc, avec 2 sphères, on a en quelque sorte 2 directivités précises. Donc, si on a un vecteur directionnel ici, plus un autre vecteur directionnel là, on rejoint les 2 vecteurs, on devrait avoir une possibilité de définir, lorsque ça ne doit pas bouger, vraiment le plus fixe possible, avoir une vraie distance qui n'est pas une distance psychoacoustique dans le sens il faut les paramètres d'atténuation et tout ça, mais c'est une vraie distance, on va dire, physique, modulable. Alors comment la retenir, par exemple, pour Yannick, c'est un autre problème, mais je suis très intéressé à ça parce que ça pose des questions. Ça ouvre en domaine assez intéressant. Alors, encore une chose par rapport à l'écart des microphones. J'ai beaucoup réfléchi, je n'ai pas eu de réponse absolue. Pour l'instant, c'est des essais. D'abord, ça devrait être ici, et ça devrait être solidarisé avec les yeux. En général, les oreilles, c'est le cas. Mais le problème, c'est que c'est lourd et la pauvre chose ne va pas supporter ça. Mais voilà, je me rapproche de plus en plus d'une forme idéale. Et puis, l'autre chose, c'est l'écart des oreilles. Alors, on sait que dans les basses fréquences, la tête ne constitue pas un obstacle au son. Donc, un son qui arrive à basse fréquence ici, il arrive 17 cm plus loin vers l'autre tympan. Et donc, c'est 17 cm. Et puis, un son de haute fréquence est très tributaire de l'écran que fait la tête, et il va contourner la tête. Au maximum, on pourrait dire 26,7 cm. Donc, j'essaie de trouver des compromis, et le compromis que j'ai trouvé ici, c'est le calcul que j'ai fait entre les 2 courbes, celle des basses fréquences qui montent et celle des hautes fréquences qui descendent, et elles se croisent à peu près vers 1500, et 1500 correspond à 23 cm, et c'est les 23 cm que j'ai choisi comme, en me disant, dans les basses fréquences, on n'est pas très bon pour la localisation, et dans les très hautes fréquences, lorsqu'il y a plusieurs boucles, périodes qui font mieux dans le visage, on n'arrive plus, ça peut être ici ou là ou là ou là. Donc il faut que ce soit. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est peu exploré jusqu'à ce jour, c'est les longueurs d'onde soniques autour des 17 cm, 20 cm par là, parce que tout se joue à ce niveau-là, comme se joue au niveau du nanomonde avec la lumière, puisque la lumière est nanométrique, et donc quand on est dans le nanomonde, on peut manipuler la lumière de manière très directe. Le son, c'est la même chose avec les 17 cm, 20 cm. Il se passe des choses, des changements de phase très brusques, des choses qu'on peut étudier d'ailleurs, et qui sont vraiment très importantes pour des impacts de localisation, etc. Voilà l'idée. Donc, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est simple, hein? J'ai vu l'objet, j'ai regardé un petit peu dans ton appareil. Il y a les 2 caméras, mais il y a aussi 2 autres. C'est un laser, en fait, ce sont des lasers en fait, sur les côtés, oui. Ça, c'est un stabilisateur d'image. Ah, d'accord. Parce que ça, c'est très important. Parce que désormais, on n'est plus dans une image comme la télévision. Par exemple, si on commence à Vernick Project, tout bouger comme ça, on se dit, bah, c'est là-bas, ça bouge comme ça va ou j'aime pas, mais c'est comme ça. Tandis que là, on est dans le monde. Et si ça bouge comme ça s'appelle un tremblement de terre. On est dedans. On n'est plus dehors de l'image. Et en relief encore plus. On est vraiment dedans. Donc, voilà pourquoi c'est très important. En 3D, c'est déjà très important. Et en 3D, c'est fixe.
C'est du fondamental. Et puis voilà. Et puis alors, Yanix, qu'est-ce que j'ai fait avec Yanix? Alors j'ai pris une vidéo, pas en relief, pour cette fois-ci en tout cas, une chose que j'avais filmée à Crater Lake, en Oregon, un très très beau paysage. Et puis, on a une image ronde, comme vous avez pu voir, complètement ronde sur l'écran. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est l'image qui sort de chaque caméra. Alors, évidemment, à partir de 180 degrés, on voit la sœur jumelle l'autre caméra, et la même chose, inversée. Ce qui veut dire que quand on voit l'autre caméra, et en particulier le bord antérieur de la lentille, on est sûr d'avoir 180 degrés, donc on est déjà comme ça. Et puis, comme c'est 235 degrés, on peut encore gagner un peu plus, comme ça, plus un peu comme ça. Donc on a ça comme vision en fait. Ce qui veut dire qu'on a 0 degré, 45 degrés, 90 degrés et 110, 120 degrés. Voilà. Donc dans l'image, ce que j'ai essayé de faire avec Yanix, c'est de le faire respecter en fonction de l'image à peu près, puisque pour l'instant je n'ai pas les données vraiment précises. Ça aussi on peut très bien, vectoriellement probablement on pourrait refaire sortir de l'image en relief des informations précises sur la distance et la précision spatiale des points visuels, de même que la précision spatiale des points auditifs, pour les matcher, pour respecter les espaces. Alors, ça pose des tas de questions par rapport aussi aux spatialisateurs, puisque, par exemple, quand on dit on prend un son stéréophonique qui déjà en soi définit un espace et qu'on le met dans un autre espace qu'on va définir nous-mêmes ici, on va créer des drôles d'interférences. Parfois, peut-être ça marche, mais parfois c'est compliqué aussi. Voilà. Donc, mon idée dans Yanix, c'était de créer. Donc, j'ai utilisé dans Live une timeline. La partie timeline, non pas la partie verticale, mais il faudrait que je m'améliore un peu pour le côté. Et puis, à chaque début, donc une durée plus un temps d'attaque du son, je définissais le point de départ et la trajectoire dans Yanix du son. Voilà. Qui tiennent compte de différentes choses. Écoutons ça. On peut voir la partition, du coup, on va écouter le principe.
Au lieu de voir, je parle. Bon, je suis vraiment désolé, du coup on n'est pas assez de temps pour le faire, parce qu'évidemment là on n'activait pas les sources, donc on n'avait absolument qu'une notion de spatialisation, mais il l'a raconté presque encore mieux. Donc c'est formidable. Et puis moi je trouve qu'il y a des choses, du coup j'interviens pardon, mais je trouve qu'il y a des choses extrêmement intéressantes dans l'aspect sphérique, c'est qu'on voit quand on a les plantations des arbres, et puis plus on s'approche, plus il se déforme, on pourrait complètement imaginer que la trajectoire se plie elle aussi comme elle se plie dans le monde sphérique. Donc il y a tout un univers, j'imagine, de relations entre les objets du réel sphérique et puis des objets dans un monde yannickien qui pourrait, à mon avis, enfin, ça m'éveille tellement de désir de travailler avec cette représentation que, voilà, bon, même si finalement la partition en 2D, là, bon, voilà, c'est comme ça, mais voilà, non, je veux dire, il y a un sentiment de potentialité qui me paraît être extrêmement. Donc on n'a pas pu finir les messages, donc du coup ça bougeait pas, donc vous avez bien compris, mais enfin globalement, super, en tout cas merci beaucoup. C'est le lien vraiment entre la sphère à la sphère. Ouais, c'est ça. Donc c'est cohérent. Maintenant il faut améliorer la cohérence. Exactement. Bravo, merci.